Bonjour, bonsoir plutôt, messieurs, dames, et merci de votre présence pour ce premier webinaire que nous organisons au sein du Centre socioculturel Escale de la ville de Vanves. Je ne vous cache pas que ça fait très bizarre de vous parler et de ne pas voir vos visages. En tout cas, je vois que vous êtes très nombreux et nous vous remercions sincèrement de votre présence. Alors, avant de vous présenter les différents intervenants, je vais vous faire une petite introduction de comment va se dérouler cette soirée. Dans un premier temps, je laisserai la parole à Madame Bourg-Sandrine, la maire adjointe de la ville. Ensuite, je laisserai Manika Lounis présenter très rapidement le centre social et le pôle familial. Et très rapidement, ce sera la parole à Monsieur Antonin Mérieux, notre conférencier de l'Association des ludothèques françaises, qui fera son intervention. Je vous expliquerai plus en détail, avant de donner la parole à Antonin, le déroulé de comment va se passer cette conférence. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je vais laisser la parole donc à Madame Sandrine Bourg, adjointe au maire chargée de la solidarité, de la famille, des activités socioculturelles et de la jeunesse. Sandrine, à vous la parole. Yanis, bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir pour cette session inaugurale de la dizaine de la parentalité organisée par l'espace socio-culturel de la ville de Vanves. Je suis particulièrement ravie de pouvoir me joindre à cet événement. Je voudrais démarrer par présenter les excuses de Monsieur le maire qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui pense bien à nous et qui soutient évidemment chaque année cet événement important pour les parents. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à organiser cet événement. Je pense évidemment à l'Escale, mais aussi à plusieurs services de la ville, notamment le service petite enfance, le service éducation. J'ai vu que ma collègue Xavier Martin, qui est adjointe au maire chargée de la petite enfance et de l'éducation, était connectée, donc je la salue également. Je voulais remercier les collèges de la ville de Vanves, collège Michelet et Saint-Exupéry. J'ai vu que Madame Bedoc était connectée, je la remercie. Je voulais remercier la bibliothèque, le Biblioclub, l'association Mikado qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation de cet événement. Et puis évidemment, Antonin Mérieux qui est membre de l'association des ludothèques françaises et qui va vous présenter ce soir cette conférence inaugurale sur le thème « Jouer pourquoi ? La place du jeu dans la relation parentale ». Alors, moi, je voulais simplement parler des conditions qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer la période. Mais pour nous, municipalité, c'était vraiment important de pouvoir maintenir cet événement. Quoi qu'il en coûte, c'est un terme à la mode. Donc, on ne peut pas faire de présentiel. Dans tous les cas, on avait bien anticipé. Donc, nous, depuis le début de la crise, on essaye de mettre en œuvre un maximum de moyens pour que la vie puisse continuer, même si on connaît les difficultés que chacun traverse. On voulait, et notamment dans le service public qui est apporté par une mairie, on voulait pouvoir poursuivre ce service public et permettre aux Vanvéens de garder certains repères. Et je sais que pour de nombreux parents, cette dizaine de la parentalité, c'est un repère. Pour nous aussi, c'est important, municipalité, parce qu'on apporte une attention particulière aux parents dans tout le travail qu'on mène au long de l'année, que ce soit avec l'Escale, l'espace socioculturel, mais aussi le service éducation petite enfance. On sait qu'être parent, ce n'est pas toujours évident, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais aussi parfois un besoin d'être soutenu, d'avoir des conseils, que ce soit avec d'autres parents, se retrouver avec d'autres parents, mais aussi avec des spécialistes, des associations, des professionnels. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien en vous permettant de rencontrer d'autres personnes et en vous aidant dans votre vie de parent. Là, c'est vrai qu'avec la période qu'on connaît, la vie de parent, elle a aussi connu un certain nombre de rebondissements, parce que être parent pendant une crise sanitaire, c'est encore autre chose, un autre défi, parce que déjà, il faut réussir à gérer sa vie à soi d'adulte avec un certain nombre d'imprévus, un certain nombre d'inconnus, mais aussi réussir à maintenir un cadre familial équilibré et rassurant
pour sa famille, pour ses enfants. Les enfants, moi, en tant qu'adjointe au maire à la jeunesse, je peux échanger avec les enfants, avec des adolescents. Et c'est vrai qu'ils vivent aussi cette période de manière très difficile, avec beaucoup d'inconnus, un monde qui, du jour au lendemain, est passé au masque, à l'interdiction de sortir avec ses amis. Et donc, finalement, le domicile familial devient un endroit où il faut qu'on se crée un cocon où on se sent bien, où on se sent rassuré, où on peut échanger, on peut dialoguer, parler de ses soucis, parler de ses questions sur le travail, l'école. Et donc, voilà, être parent aujourd'hui, c'est encore autre chose qu'être parent dans une période dite classique. Et donc, c'est pour ça que pour nous, maintenir cette dizaine de la parentalité, c'était d'autant plus important. Et ça fait une très bonne transition avec la thématique de cette dizaine de la parentalité, qui est le jeu. Le jeu, alors en temps normal, on va vous présenter, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, Antonin Mérieux fera ça très très bien. Le jeu a déjà un rôle important dans la vie de famille, mais peut-être encore plus dans cette période où on est tous contraints d'être chez soi à 19h. Il faut trouver un moyen de s'occuper, il faut trouver un moyen de recréer du lien ou de créer du lien avec les autres membres de sa famille. On peut souvent être tenté d'aller regarder Netflix, d'aller regarder la télé, de lire dans son coin. Et donc, finalement, le jeu va pouvoir être un moyen pour la famille de créer du lien, de recréer du lien, de dialoguer. Et puis, il sera peut-être le moyen aussi de parler d'autre chose, parce que le jeu, c'est aussi pas mal de valeurs qui sont transmises à travers le jeu et par le divertissement. Et donc, voilà, je pense que c'est un thème qui est bien choisi pour cette année, finalement, et que j'espère que ça vous apprendra des choses et que vous pourrez ensuite les dupliquer dans votre vie de famille. Je ne vais pas en rajouter davantage. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Malika, il me semble, si j'ai bien suivi le déroulé. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, n'oubliez pas que la semaine continue ensuite. Hein, c'est la dizaine de la parentalité, pardon. Donc, il y a plein d'autres ateliers qui vont se dérouler organisés par l'Escale. N'hésitez pas à les contacter parce que vous pourrez rencontrer des professionnels, des associations. Et dans ces moments un peu compliqués, ça fait du bien aussi d'échanger avec les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ouais, bien, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Bon, je suis ravie aussi qu'on puisse, voilà, cette année, voilà, organiser les choses, hein, malgré le contexte. Donc, effectivement, cette semaine de la parentalité est un événement important pour nous, annuel, et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir le proposer, l'organiser en partenariat avec des services de la ville et d'autres acteurs de la ville, associations, ça c'est important. Donc après, au sein du centre social, donc on a différentes activités, différentes pôles pour l'enfance, pour les seniors, pour la famille justement, du suivi scolaire, des permanences sociales. Enfin, c'est vraiment assez varié. C'est un centre social et culturel, un centre socio-culturel. Donc, au sein du pôle famille, vraiment, donc on propose tant des permanences d'accueil, d'écoute, d'accompagnement que des choses un peu plus distrayantes aussi, ou de l'accompagnement scolaire, justement. Mais là, j'en parlais juste avant, et surtout aussi des animations qu'on propose des fois en collaboration avec les parents. C'est-à-dire, l'idée aussi, c'est que ce soit un peu un centre, voilà, que les parents, que les familles s'approprient, ou qu'ils soient aussi force de proposition sur des sujets les concernant, parce qu'on est tous parents à notre manière. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement, sur ce lieu, un peu se retrouver et que chacun puisse, voilà, y trouver sa place et qu'on propose des choses ensemble à tous les habitants aussi de la ville. Voilà. Merci Malika. Merci beaucoup Malika. Donc, on va tout simplement attaquer cette conférence en donnant la parole à Antonin. Donc, Antonin, je te donne le relais. Juste avant, vous expliquez que pendant toute la conférence d'Antonin, on ne va pas faire 45 minutes de conférence d'un coup, hein, Antonin. On va faire étape par étape, c'est-à-dire que vous allez avoir une dizaine de minutes d'informations descendantes, ou pendant ces 10 minutes-là, si vous avez des questions, vous avez en bas de votre écran un petit onglet où il y a écrit Q et R, où vous pouvez vous poser vos questions.
Et dans les coulisses, j'ai Ali, Karim et Annick qui récupèrent toutes vos questions et nous, on va les transmettre après à Antonin et on va lui poser à peu près toutes ces 10 minutes-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et en plus, vous verrez, il y aura quelques moments des sondages interactifs où vous allez devoir voter, etc. C'est pour être sûr que vous restez bien connecté et que vous écoutez bien ce que vous allez entendre. Donc, bienvenue Antonin. On te laisse la main et à toi la parole. Merci Yanis. D'abord, merci à la ville de Vanves de m'avoir invité, à Sandrine, à toute l'équipe de l'Escale, Malika, Yanis, Ali. Merci de l'invitation pour inaugurer cette semaine de la parentalité en vous parlant de la question du jeu. Alors, donc pour me présenter rapidement, vous voyez, j'ai un logo à côté de moi qui l'indique. Je fais partie de l'association des ludothèques françaises. Donc les ludothèques, qui sont des... Je ne sais pas si vous connaissez les ludothèques, c'est des lieux où on va pour jouer. Alors, soit c'est des lieux installés de manière permanente, des bâtiments où on va quand c'est ouvert, on s'installe, on joue, éventuellement on peut emprunter des jeux, ce qui s'est beaucoup passé pendant le confinement. Soit ça peut être des espaces installés de manière un peu plus temporaire, soit sous la forme d'itinérance. Dans les milieux ruraux, notamment, il y a pas mal de ludothèques itinérantes, soit sous la forme d'espaces jeux, d'espaces ludothèques installés, comme c'est le cas à Vanves, par exemple, au centre social. Tous les 15 jours, il y a une activité ludothèque qui est proposée où on peut venir seul, en famille, entre amis, pour jouer. Et le jeu, tel qu'il est proposé en ludothèque, s'appuie sur, comme l'a dit Sandrine, sur certaines valeurs, sur une certaine manière de concevoir le jeu. Et c'est un peu de ça dont on va parler ce soir, de voir comment le jeu peut être un moyen pour l'épanouissement de l'individu et en particulier de l'enfant. Alors, je vais revenir sur ce que disait Sandrine à propos des conditions de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on est sur un format un peu particulier, avec ce distanciel un peu bizarre, un peu particulier. Donc, on l'a tous vécu de cette façon-là. Sandrine a bien dit qu'effectivement, la parentalité en situation de confinement, c'était quelque chose d'un peu particulier. Il a fallu redécouvrir ce que ça faisait de vivre enfermé avec des enfants, comment on survit à cette situation extrême. Et le jeu, peut-être, ça peut être une solution, encore que ça va dépendre de ce qu'on entend par jeu. Alors, ce qu'on a observé pendant la crise sanitaire au niveau du jeu, c'est il y a certaines pratiques de jeu qui se sont renforcées. Alors, vous imaginez bien, par exemple, que le jeu vidéo, le jeu en ligne, a explosé pendant le confinement. Forcément, quand on ne peut pas sortir, on se rabat sur ce qu'on peut faire à l'intérieur. Mais la pratique du jeu de société aussi s'est développée et s'est renforcée. Apparemment, il y a des chiffres de vente de jeux de société qui sont très très bons pendant cette période. Donc voilà, ça indique que quelque chose s'est passé. Alors, un autre effet aussi intéressant de cette situation sanitaire un peu particulière, c'est le rapport qu'on a à la science aussi. Parce qu'on s'est rendu compte un petit peu que avant, la science savait tout, puis là, on s'est rendu compte que des fois, les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux, qu'il pouvait y avoir des hésitations, qu'on ne savait pas tout, etc. Alors, du coup, ça m'embête un peu parce que normalement, sinon, pour bien faire mon travail, pouvoir vous vendre le jeu de manière parfaitement efficace, j'aurais commencé par vous dire, vous savez, aujourd'hui, grâce aux découvertes des neurosciences, on sait maintenant que le jeu permet de faire ceci, permet de faire cela. Et je vous montre ce que ça peut donner. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce que peut ce que peuvent proposer les neurosciences sur cette question du jeu. Donc là, vous voyez un article intitulé d'une revue qui s'appelle Cerveau et Psycho, qui explique comment le jeu façonne le cerveau. Et vous voyez que
Le jeu, c'est absolument génial, ça permet de tout développer, la coopération, le langage, on résout les problèmes, la maîtrise de soi, les compétences sociales, c'est bon pour tout, ça remplit totalement le cerveau. Donc, dans le jeu, tout est bon. Alors, si vous regardez le sous-titre de l'article, ça vous dit que les résultats des recherches les plus récentes montrent, contrairement à ce que les psychologues pensaient par le passé, que jouer librement est d'une importance capitale pour le développement cognitif et social. Alors, c'est intéressant parce que, bon, effectivement, hein, je suis d'accord sur l'idée que le jeu c'est important. Par contre, le fait de dire de présenter ça un peu comme une découverte et de dire que les psychologues pensaient le contraire par le passé, ça me semble un peu exagéré, dans la mesure où ça fait, on va dire, ça dépend jusqu'où on veut remonter, hein, mais en gros, ça fait au moins un siècle que tout le monde est d'accord pour dire que le jeu libre, c'est vachement important. Donc, il y a ce côté un peu gadget, hein, de faire appel à la science et de faire appel surtout à sa version la plus récente, hein, comme s'il y avait un peu une mode des neurosciences pour dire regardez, voilà ce qu'on a découvert aujourd'hui. Bah oui, ça fait un siècle qu'on l'a découvert. Alors, ça ne veut pas dire que les neurosciences ne sont pas intéressantes, hein, il y a des tas de choses extrêmement intéressantes. Déjà, le fait en soi que ça conforte ce qu'on pensait avant, c'est pas rien, c'est important. Pour une fois que des courants scientifiques différents sont d'accord, ça vaut le coup d'être marqué. Et puis, ça permet des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Mais ce côté un peu promotion du jeu par les neurosciences, ça montre qu'il y a un peu un côté com, hein, un côté on essaye à tout prix de mettre le jeu en avant, quels que soient les moyens employés. Alors, pourquoi il y a des conférences sur le jeu aujourd'hui, hein, pourquoi il y a des articles sur le jeu dans les revues de psycho? C'est parce que globalement, il y a un engouement, hein, qu'on sent bien aujourd'hui sur cette question du jeu. Donc, on a coutume de dire que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est devenu la première industrie de loisirs culturels devant le cinéma. Donc, au moins, on reconnaît que c'est culturel, ce qui est pour le jeu de société, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, le jeu de société se développe aussi, hein, de plus en plus. On entend de plus en plus parler. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe autour de cette question du jeu, qui va dans la continuité, hein, de ce qu'on a appelé la civilisation des loisirs, le fait qu'il y ait de plus en plus de temps libre pour jouer. Alors, du moins pour les adultes, je le précise, hein, les adultes ont plus de temps. Par contre, pour les enfants, ce n'est pas évident. Et il semblerait même qu'ils aient moins de temps pour jouer qu'auparavant, hein. Quand on regarde certaines études, les chiffres qui ressortent, c'est à peu près une demi-heure journalière de moins qui a disparu, en gros, dans les 50 dernières années, qui est passée sur autre chose. Donc, d'un côté, on parle beaucoup du jeu, les adultes en profitent beaucoup, mais pour les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, un engouement actuel autour de cette question du jeu, et là, ça va être à vous de jouer, entre guillemets. Et je vais demander à Ali de bien vouloir transférer la première question que j'ai à vous poser, qui est justement la question de la conséquence, à votre avis, que ça a, cet engouement actuel pour le jeu. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour lire les questions et répondre. Alors, pour les personnes qui sont sur un smartphone, je vous relis au cas où, si besoin. À votre avis, quelles sont les conséquences de l'engouement actuel pour le jeu? 1. Le développement d'un business autour du jeu. 2. Un renforcement de la législation sur les jeux d'argent. 3. Une reconnaissance de la dimension culturelle du jeu. 4. Un peu de tout ça. Encore 7 personnes, et oui, on sait combien ont voté avant de pouvoir mettre fin à ce sondage.
Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Merci. À toi, Antonin. Yanis, est-ce que je peux voir les résultats du... Ah, parfait, merci. Alors, je vois que vous êtes 49% à avoir répondu un peu de tout ça. Eh bien, malheureusement, non. La bonne réponse, entre guillemets, c'était la une. Le développement d'un business autour du jeu, ça c'est sûr. Le renforcement de la législation sur les jeux d'argent, pas vraiment, voire ce serait plutôt l'inverse qu'on a constaté. Une reconnaissance de la dimension culturelle du jeu. Alors, c'est pas complètement faux, mais on va dire que ça arrive un peu dans la douleur et ça peine quand même à se faire véritablement. C'est-à-dire que la reconnaissance de la dimension culturelle, elle se fait dans les milieux qui pratiquent, hein, qui sont passionnés par ça, qui sont très à l'aise avec les notions d'auteur de jeu, etc. Mais d'un point de vue institutionnel, on va dire, hein, c'est pas encore vraiment véritablement entré dans les mœurs. Mais le business, lui, est bien là. Et le jeu devient un peu la réponse à tout, hein. C'est la solution miracle, avec le jeu qui devient la solution aux problèmes éducatifs, hein. Maintenant, tous les apprentissages vont se résoudre par le jeu, y compris pour les adultes, hein. On parle de serious game pour les adultes, donc soit pour les apprentissages, soit par exemple pour du team building en entreprise. On parle de jeux thérapeutiques aussi. Maintenant, on va soigner par le jeu. De jeux persuasifs qui servent à faire passer des messages. Alors, ça peut être des messages de santé publique, ne te touche pas le visage, mets ton masque, des choses comme ça. Ça peut être aussi, évidemment, des messages publicitaires. Et on a aussi tout un courant qu'on appelle la gamification, donc qui est relié à tout ce que je viens de dire, hein. La gamification, c'est dire on va utiliser des mécanismes de jeu, on va les transposer dans d'autres activités, dans le travail, dans l'éducation, dans des choses qui traditionnellement peuvent être perçues comme un peu chiantes, genre visiter une exposition, quand même, c'est pénible de visiter une exposition. Donc, comment on va faire pour rendre ça intéressant? On va mettre des mécanismes de jeu dedans. Et là, je vais vous poser une autre petite question pour voir si vous avez une idée, hein, parmi les différentes choses qui ont pu être gamifiées. Donc, je vais vous proposer une petite liste et vous allez me dire laquelle n'a jamais existé, laquelle ne s'est jamais faite. Ali va vous soumettre la question. Alors, laquelle de ces formes de ludicisation, donc c'est le terme français, hein, pour gamification, n'a jamais été faite? Alors, un concours de contravention pour les contrôleurs de train, des radars loteries pour récompenser les conducteurs respectueux des limitations de vitesse, un système de gestion de classe faisant perdre des points de vie aux élèves pour les sanctionner, et un concours de présentation de cas cliniques pour des cardiologues. Voilà, 4 formes d'activités rendues entre guillemets ludiques. Et la question est laquelle ne s'est jamais faite? Alors, vous êtes 51% à penser qu'il n'y a jamais eu de radar loterie pour récompenser les conducteurs respectueux des limitations de vitesse. Eh bien, vous vous trompez. C'est un truc qui a eu lieu en Suède, donc des radars qui étaient programmés pour détecter les vitesses, hein, comme tous les radars, jusque-là, rien d'anormal.
Mais là, tous les gens qui avaient bien respecté sur tout le parcours les limitations de vitesse étaient inscrits automatiquement sur un tirage au sort. Et la cagnotte, c'était le montant des contraventions pour excès de vitesse des autres usagers. Donc ça a bien existé. Et en fait, c'était une question piège parce que tout le reste a existé aussi. Il y a bien eu des concours de contravention à la SNCF. Il y a bien eu donc un système qui s'appelle Classcraft, hein, qui est calqué sur du jeu vidéo. On perd des points de vie. Enfin, les élèves perdent des points de vie quand ils font des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Et des concours de cardiologie aussi. Tout ça a bien existé. Et c'est pour vous montrer à quel point on est dans du jeu partout qui sert à tout. Donc, ce qui ne va pas sans poser de problème, hein, parce qu'il y a un peu des confusions qui s'installent. Hein. Vous voyez que là, je vous ai mis des images où on voit deux formes de jeu très différentes. Vous avez d'un côté un bébé qui est en train de jouer avec son hochet, et puis de l'autre, quelqu'un qui a perdu à la roulette et donc qui a l'air de le vivre beaucoup plus mal que le bébé. Alors, vous allez me dire, bon, ok, en français, ça se dit de la même manière. Il y a d'autres langues. Hein. En anglais, on aurait un mot différent pour parler de l'un ou parler de l'autre. Mais bon, globalement, on comprend que le jeu des enfants et le jeu d'argent, c'est deux choses différentes. Alors, pas vraiment, parce qu'il y a quand même des flous qui s'installent. Hein. Donc là, vous voyez un jeu qui s'appelle Double, qui est un petit jeu de société extrêmement populaire, hein, qui atteint de très bons chiffres de vente. Et vous voyez qu'il a été décliné en jeu à gratter. Donc, on utilise un petit peu le côté jeu qui plaît aux enfants, aux familles, pour partir sur un style de jeu complètement différent. C'est un peu comme si dans les dessins animés pour enfants, on voyait des personnages en train de fumer des cigarettes à tout va. C'est à peu près, en termes de santé publique, c'est à peu près le même impact. Alors, dans cette espèce de confusion globale autour de la notion de jeu, il est important de s'y retrouver parce qu'on essaye de vous vendre des tas de choses en vous disant c'est bien, c'est du jeu, ça va être très bien pour vos enfants. Et du coup, c'est pas forcément le cas. Hop, je reviens. Et l'idée de cette conférence, c'est de pouvoir vous donner des outils pour vous permettre, vous, de réfléchir, de vous positionner, de savoir ce que vous voulez. Alors, évidemment, selon ce que vous voulez pour votre enfant, vos valeurs, hein, on ne sera pas sur la même orientation. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est d'avoir un enfant épanoui, plutôt bien dans sa peau, qui devienne acteur de sa propre vie, citoyen responsable, etc., on va être dans une certaine vision du jeu. Alors que si votre objectif, c'est que votre enfant soit riche, puissant, président du FMI, quel que soit le coût pour sa santé mentale, on sera peut-être sur une autre vision du jeu. Évidemment, si vos préférences vont dans la deuxième, je pourrais moins vous aider. Moi, ce que je vais vous apporter là sera plutôt dans la première orientation. Petite question, Antonin. Ouais. On a Nicolas qui pose la question. Tout à l'heure, tu as dit que les jeux diminuaient depuis 50 ans, le temps de jeu diminuait depuis 50 ans. Et la question de Nicolas, c'était est-ce que c'est lié à la montée en puissance du temps devant les écrans? Alors, c'est difficile de savoir la causalité de la perte du temps de jeu, mais dans les études qui ont été faites, on prend en compte le temps de jeu devant les écrans. Et a priori, le temps de jeu sur écran augmente, hein, comme chacun peut s'y attendre de manière assez évidente, alors que le temps de jeu hors écran a tendance à diminuer. Mais ce qui semble avoir pris la place de ce temps de jeu, c'est surtout des activités dirigées, en fait. Donc, sur de l'extrascolaire, mais dirigé d'une manière ou d'une autre, voire des temps de devoirs, des choses comme ça. Merci. Plus d'autres questions pour le moment. D'autres questions sur cette première partie? Pour l'instant, non. Ok.
Donc, la question que je vous propose d'aborder maintenant, ça va être, voilà, pour s'y retrouver un peu sur cette question du jeu, c'est le jeu. De quoi on parle quand on parle de l'enfant? Qu'est-ce que c'est le jeu du point de vue de l'enfant? Parce que vous avez peut-être remarqué, un enfant, ça présente, par exemple, si vous le comparez à une télévision, ça présente des spécificités. C'est-à-dire que l'enfant a tendance à faire des trucs que vous ne lui avez pas demandé. Alors, avec une machine, ça ne vous le fait pas. Normalement, la machine, vous appuyez sur le bouton, elle s'allume, et quand vous en avez marre, elle s'éteint. Avec l'enfant, ça ne marche pas. Bon. Alors, entre parenthèses, il arrive que des machines fassent des choses qu'on ne leur a pas demandé, mais c'est très exceptionnel. Ça s'appelle les mises à jour de Windows, mais c'est un cas très particulier et je ne reviens pas dessus. Mais donc, l'enfant, il fait des choses tout seul, il vit, hein, tout simplement. Il se développe et dès la naissance, quasiment, il va être un peu curieux de savoir ce qui se passe autour de lui. Et spontanément, hein, l'enfant, le bébé, il va chercher à explorer le monde qui l'entoure. Il fait preuve d'une certaine curiosité. Alors, certains psys utilisent un terme un peu qui fait très classe. On parle de pulsion épistémophilique. Alors, pulsion épistémophilique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pulsion inscrite qui fait qu'il a envie de comprendre comment l'environnement autour de lui fonctionne. Et donc, pour ça, il va faire exactement comme un scientifique. Il va faire des expériences. Il va tester des choses. Alors, il va faire des expériences de physique, par exemple. Il va dire, qu'est-ce qui se passe quand je touche cet objet? Quelle texture ça a? Quelle sensation ça donne de toucher cet objet? Et quand je le lance, qu'est-ce qui se passe? Il va se rendre compte qu'il y a différentes textures, qu'il y a des choses qui restent collées sur sa main, qu'il y a des choses qui tombent plus facilement, etc. Il va faire des expériences biologiques, hein, il va porter à la bouche un peu tout ce qui lui passe sous la main pour savoir quel goût ça a, y compris le bras du voisin, hein, et donc du coup ça va l'amener à faire des expériences psychologiques aussi, hein, qu'est-ce qui se passe quand je mords l'autre bébé à côté de moi, voilà. Alors toutes ces expériences, il ne les fait pas forcément de manière consciente en se disant ah tiens, je vais tester ce truc-là. Il vit, hein, tout simplement, et il enregistre ce qui se passe autour de lui. Il remarque les réactions de son entourage. Il dit ah tiens, quand je souris à quelqu'un, il me sourit en retour. Voilà, il va noter tout ça de manière très spontanée. Et le jeu, c'est ça au départ, c'est se rendre compte de qu'est-ce qui se passe quand on vit, qu'est-ce qui se passe quand on interagit avec l'environnement de manière très simple et très spontanée. Il va faire des expériences de droit aussi, hein. En tant que parent, vous en avez sûrement tous fait l'expérience, hein. Donc, il teste qu'est-ce qu'il se passe quand j'enfreins une règle qu'on m'a donnée. Alors, les enfants de 2 ans, notamment, sont très forts pour ça, hein. Vous leur avez interdit de faire quelque chose et puis ils le font en vous regardant. Alors, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe quand on enfreint un interdit, quelles sont les conséquences. Et c'est ça qu'on appelle le jeu chez le jeune enfant, cette activité spontanée de découverte et d'expérimentation du monde. Alors, je vous parlais d'expérience psychologique. À votre avis, à partir de quel âge, en gros, donc c'est une nouvelle question, hein, pour Ali, à partir de quel âge est-ce que les enfants sont capables de comprendre que les autres personnes peuvent avoir des goûts différents des leurs? Alors, vous avez quatre réponses possibles, hein. Est-ce qu'ils sont capables à partir de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans? Alors, en moyenne, hein, il peut y avoir des variations d'un enfant à l'autre. C'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre et de se dire, tiens, au final, il n'est pas vraiment comme moi.
Alors, donc 56% des participants qui pensent que c'est à partir de 3 ans. Eh bien non, c'est beaucoup plus tôt. Alors en tout cas, si on en croit les expériences qui ont été faites, hein, et que je vais vous raconter rapidement parce que c'est assez amusant. Non, en fait, il semblerait que ça soit dès l'âge de 18 mois, donc 1 an et demi, que l'enfant est capable d'accepter l'idée que les autres n'aient pas les mêmes goûts que lui. Alors, quelles sont les expériences qui ont permis de savoir ça? Alors, c'est assez amusant, hein. C'est à l'université de Berkeley que ça a été fait. On a proposé aux enfants déjà de choisir ce qu'ils préféraient entre des chips ou des brocolis. Bon, à l'unanimité, ça a été des chips. Tous les enfants ont choisi des chips, donc on s'est dit, c'est des enfants qui préfèrent les chips. Et face à eux, en même temps qu'ils choisissaient, ils avaient donc un expérimentateur qui faisait semblant, en mangeant en même temps que les enfants, de ne pas du tout aimer les chips et d'adorer les brocolis. Et ensuite, on a testé, on a dit à l'enfant, ben voilà, donne-lui à manger. Et spontanément, les enfants d'un âge inférieur à 18 mois, hein, donc de 12 mois ou même de 14 mois, hein, ils donnaient des chips à l'expérimentateur parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'il n'aime pas ça, alors que c'est quand même vachement meilleur que les brocolis. Alors que les enfants de l'âge de 18 mois, bah, eux, avaient réussi à comprendre que l'expérimentateur préférait les brocolis et du coup, il lui donnait des brocolis. Alors, idée qui n'est pas facile à admettre et à comprendre, hein, parce que se dire d'un coup, waouh, il y a des gens qui aiment les brocolis, bah, c'est quand même une révélation assez forte, hein, et ça enclenche pas mal de choses sur le plan psychique pour ces enfants qui se rendent compte de cette réalité-là. Et ça, le fait de se rendre compte que les autres ne sont pas forcément comme ça, bah, c'est quelque chose qui s'acquiert aussi par le jeu. Alors ça, ce jeu spontané, hein, on explore un petit peu, on fait des expériences, on teste. C'est quelque chose qu'on trouve donc dès la naissance, hein, quasiment, et qui va durer un peu tout au long de la vie, mais qui va se complexifier petit à petit. À partir de l'âge de 2-3 ans, l'enfant va aller un petit peu plus loin et dans ses expériences, et il va faire des expériences même de simulation en se disant, tiens, qu'est-ce que ça ferait de faire comme papa et maman, par exemple? Qu'est-ce que ça ferait d'être ça, d'être quelqu'un d'autre, d'être un médecin, d'être un pompier, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le jeu symbolique. On parle de pretense play en anglais, donc le jeu qu'on fait, on prétend être ou faire autre chose. On peut parler aussi de jeu de faire semblant. Donc alors, ce qui est différent, hein, c'est des fois on parle de jeu d'imitation, hein, vous savez, avec ces vieilles pubs, passe l'aspirateur comme maman, etc. Donc, depuis lesquelles on a pas mal évolué. Encore que. Mais du coup, l'imitation, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus tôt, hein, le fait d'imiter un geste, des choses comme ça. Là, c'est vraiment, on est dans l'idée de reproduire une situation, de se projeter un peu dans la peau de quelqu'un d'autre pour se dire qu'est-ce que ça fait d'être autrement. Et on va faire des expérimentations de plus en plus sophistiquées qui présentent différents intérêts. Le premier, ça va être de pouvoir revivre des situations qui ont été compliquées. Par exemple, le fait de subir la visite du médecin ou d'avoir reçu une piqûre ou un examen médical qui faisait pas plaisir. Ben, on va pouvoir le rejouer et puis se l'approprier pour pouvoir se sentir plus à l'aise par rapport à ça.
Alors, on le voit aussi avec des enfants qui ont subi des traumatismes, hein, qui vont souvent utiliser ce type de jeu symbolique pour les rejouer d'une certaine manière et pouvoir éventuellement les changer la façon dont ça se passe pour essayer de trouver une résolution un peu à la souffrance qu'ils ressentent par rapport à ça. À l'inverse, une autre dimension, ça peut être une dimension d'anticipation, c'est-à-dire qu'on se prépare à une situation qu'on n'a pas encore rencontrée en prévoyant à l'avance, en la jouant à l'avance, en se disant, bah voilà, ça va se passer comme ça, il y aura telle personne et autre. Et d'une manière générale, ça sert à s'imprégner des manières de faire de l'adulte. C'est-à-dire, on voit comment les adultes fonctionnent, on reproduit, et petit à petit, ça devient quelque chose de familier, d'habituel, un peu des automatismes intégrés qui du coup, deviennent la réalité de l'enfant. Alors, pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui fait que tout ça fonctionne? Alors, un truc que les neurosciences ont mis aussi fortement en avant, alors notamment sur certaines études autour du jeu vidéo qui vous disent le jeu vidéo développe le cerveau parce que quand vous jouez à des jeux de tir, vous allez devenir plus précis, plus concentré, etc. Bah oui, c'est normal. En fait, on le savait bien avant les neurosciences que plus on pratique une chose, plus on s'entraîne, plus ça devient familier, plus on progresse, plus ça devient facile de le faire. Plus on s'entraîne à jongler, plus on arrivera à jongler. Plus on parle, plus on arrivera à parler. Et donc, plus on s'imprégnera des actes, des manières de faire des adultes qui nous entourent, hein, de l'environnement qui nous entoure, plus ça deviendra facile soi-même de les mettre en œuvre, d'y recourir. Voilà. Et toutes les capacités humaines imaginables sont développées de cette manière-là. Alors, pour faire une petite passer en revue très rapidement, hein, il peut y avoir des capacités cognitives, c'est-à-dire des capacités d'observation, de mémorisation, de déduction, des capacités de langage, etc. Il y a tout le côté moteur, hein, la manipulation, comment on utilise un objet, de quelle manière il faut utiliser tel ou tel objet. Alors, une autre expérience amusante qui a été faite, hein, c'est des expérimentateurs qui, justement pour vérifier ça, allumaient la télé avec la tête. Et du coup, les enfants qui avaient assisté à ça et qui voulaient allumer la télé, ils le faisaient avec la tête. Pour eux, c'est parce qu'ils avaient vu que c'était le mode normal de le faire. Alors que si on le fait avec la main, ensuite, ils le font avec la main. Ça permet de développer des compétences sociales, donc l'empathie, hein, dont on a parlé, à propos du fait de se rendre compte que l'autre n'a pas les mêmes goûts que soi, la négociation, la résolution de conflits, etc. Et des capacités affectives, hein, on se confronte à ses émotions, on voit ce que ça fait d'éprouver du plaisir, mais des fois de ne pas trouver le plaisir qu'on attendait, donc de la frustration, etc. Ce fait d'apprendre des choses sans de manière spontanée, sans se rendre compte qu'on est en train d'apprendre, c'est ce qu'on appelle l'éducation informelle. C'est-à-dire ce que vous faites tous, hein, de parler, c'est des choses qu'on a apprises sans qu'on nous l'enseigne, ça arrivait spontanément, de marcher, de savoir rester assis sur une chaise en regardant une visio. Alors l'informatique d'ailleurs, hein, pour beaucoup, ça s'est appris de manière informelle, en bidouillant, en expérimentant, etc. Donc on évalue à peu près aujourd'hui, hein, que 90% des choses qu'on sait faire viennent de cette éducation informelle, donc de l'observation de l'environnement autour de l'expérimentation, de ce qu'on a autour de nous. Et donc, pour l'enfant, c'est ça qui va être hyper important. C'est son activité spontanée, donc son jeu, qui vont lui permettre d'apprendre 90% de ce qu'il saura faire. Alors, je vous mets une petite citation intéressante. Voilà, donc qui date de 1886, hein, vous voyez que les idées sont pas nouvelles, hein, de Pauline Kergomar, qui est la fondatrice de l'éducation maternelle et la première inspectrice des écoles maternelles.
Alors, Pauline Kergomar dit au jeu, au contraire, donc elle l'oppose à l'activité d'apprentissage telle qu'elle est pratiquée à l'école. Au jeu, il est nécessaire d'apporter sa part d'initiative et sa part de souplesse, sa part d'activité, sa part d'attention et de réflexion, sa part de sollicitude pour le succès, sa part de force morale dans la déception, sa part de bonne humeur, sa part de renoncement. Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. C'est une citation qui n'a pas vieilli, hein. C'est tellement d'actualité que c'est même revenu après de longues années où ça avait disparu dans les programmes des écoles maternelles où le jeu libre est revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un peu fondamental pour le développement de l'enfant. Alors, ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à tous les objets, tous les gadgets qu'on vous vend en vous disant ça va favoriser l'éveil de votre enfant, ça va le rendre plus performant, plus efficace. Là, je vous ai mis un petit exemple parce que à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit sur des objets qui s'appellent les Yupala, qui sont censés favoriser la marche des enfants en les posant artificiellement en position debout. Donc, ils n'ont pas le choix, ils sont un peu obligés de marcher. Bon, on s'est rendu compte que ça présentait des risques extrêmement importants pour les enfants, que ça n'allait pas les aider à marcher plus vite, mais par contre, ça allait provoquer des problèmes squelettiques ou musculaires, etc., bien davantage, à tel point qu'il y a des affiches de sensibilisation qui ont été faites. Donc là, celle-ci vient du Val-de-Marne, et avec des petites conclusions pour dire, c'est en laissant l'enfant évoluer au sol qu'il apprendra à marcher. Oui, depuis 300 000 ans, effectivement, l'homme réussit à marcher sans avoir eu de Yupala, et ça marchait très bien. Et c'est exactement la même chose pour le langage, hein. Il y a des tas de logiciels. Alors, on parle maintenant de ludiciels, hein. C'est présenté comme des jeux pour apprendre à parler plus vite ou pour que l'enfant même parle plusieurs langues, etc. Bon, les seuls résultats que ça donne, c'est qu'à l'extrême, on a des enfants qui sont tellement tout le temps devant des voix artificielles et pas très souvent devant des voix humaines, qu'eux-mêmes parlent avec une voix d'ordinateur. Voilà, donc c'est assez impressionnant à rencontrer. Ça montre tous les dangers qu'il peut y avoir à vouloir faire les choses trop vite et sans prendre en compte le rythme de l'enfant. Voilà, là je vous présente aussi un petit livre qui est intéressant et qui montre à quel point le jeu est tellement normal pour l'enfant, l'activité de jeu spontanée est tellement normale pour l'enfant que c'est au contraire quand un enfant joue pas qu'il faut s'inquiéter, parce que c'est là que ça peut être un symptôme du fait qu'il ne va pas très bien. Et donc, si vous avez des enfants totalement passifs, qui n'ont aucune activité spontanée, ça peut valoir le coup d'aller voir le médecin quand même pour se rassurer un petit peu. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette dimension de la place du jeu dans le développement de l'enfant. Peut-être qu'il y a des questions, Yanis, sur... Oui, alors il y a 3 questions. Ouais. La première, donc c'était par rapport à l'expérience sur les brocolis. Je pense qu'on a des fans de brocolis. Est-ce que ce n'est pas la grimace de l'expérimentateur qui incite l'enfant à réitérer la présentation de brocolis? Alors, effectivement, c'est un biais possible de l'expérience, c'est-à-dire qu'on part du principe que les enfants vont donner à l'expérimentateur ce qui lui fait plaisir, alors qu'on peut tout à fait imaginer que pour s'amuser, l'enfant fasse exprès de lui donner ce qu'il n'aime pas. Alors, il y a d'autres expériences qui ont été faites, qui valent ce qu'elles valent, qui ont tendance à montrer qu'a priori, l'enfant à cet âge-là est encore plutôt dans la coopération, c'est-à-dire qu'il va tendre à vouloir aider, à faire plaisir à l'autre, plus qu'à s'amuser à ses dépens. Bon,
comme toutes les expériences, c'est à vérifier, mais c'est sur ce présupposé-là que l'expérience avec les brocolis a été construite. Merci Mathieu. Antonin, la deuxième question, une question toute simple qui est, y a-t-il des jeux pour les filles et d'autres pour les garçons? Alors, c'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'il y a des jeux et des filles pour les garçons? Oui, il y en a plein. Il suffit d'aller dans un magasin de jouets, vous allez voir, c'est encore très très marqué. Alors malgré le fait que ça commence à évoluer aussi sur cette question-là, hein, notamment il y a une charte pour la représentation mixte des jouets qui a été signée par pas mal de fabricants ou d'éditeurs de jeux. Donc sur la question de est-ce que c'est une réalité, on va dire, sociologique, oui, encore un peu. Est-ce que c'est une réalité en termes de fonctionnement biologique de l'enfant? A priori, non. A priori, il n'y a pas d'assignation de sexe biologique à un type de jeu particulier, à un genre particulier. Donc, hein, et il n'y a absolument aucun problème de notre point de vue à ce que tous les enfants aient accès à tous les types de jeux. D'accord. Merci Antonin. Troisième question. Aujourd'hui, en gros, il y a une personne qui nous disait qu'il y a tellement peut-être une pression dans l'éducation de ses enfants, on veut vraiment les accompagner, qu'on a peut-être parfois tendance à peut-être trop les solliciter à travers le jeu, à vouloir trop jouer. Et finalement, lorsque mon enfant s'ennuie, il attend beaucoup du parent pour pouvoir jouer. Donc, quel équilibre en tant que parent on peut avoir dans la pratique du jeu avec ses enfants, avec son enfant? Eh bien, c'est une très bonne question parce que ça va nous permettre de faire le lien avec la suite, n'est-ce pas? Puisque c'est de ça qu'on va parler un peu ensuite sur cette question d'équilibre, hein, effectivement, selon les cas, c'est vrai qu'on voit des enfants qui sont très peu en relation avec leurs parents, hein. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec ces enfants qui ont une voix d'ordinateur parce qu'on les met toujours devant un écran. C'est le côté du téléphone portable qui sert de nounou, hein. C'est l'image qui revient souvent. Et inversement, on a aussi des parents qui sont toujours derrière à vouloir augmenter sans cesse les performances de leur enfant, à vouloir qu'ils se développent plus vite, etc. Et ça ne marche pas non plus parce que c'est tout aussi envahissant et pas respectueux de son rythme. Mais on va revenir dessus dans un petit moment. Alors, juste pour faire le lien avec cette même question, il y a Julien qui dit comment aider son enfant à développer sa capacité d'être seul, la capacité d'être seul et développer son activité ludique. Donc ça va, je suppose que tu vas aborder ça sur la suite. On va aborder ça, ouais. Super, merci. Alors, sur cette question de comment on favorise un petit peu le jeu de l'enfant et son bien-être à travers le jeu, il va y avoir deux grands aspects, hein. Le premier aspect, c'est qu'est-ce qui est important de mettre comme façon d'entendre le jeu pour que ça soit profitable à l'enfant. Et la deuxième question, ça va être de dire comment concrètement, pour le parent, on va se comporter avec l'enfant pour favoriser tout ça. Alors, ce qui va être important d'introduire dans le jeu, hein, je vais retenir 3 aspects en particulier. Ça va être la dimension fictive du jeu, la dimension gratuite et la dimension libre. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par ces 3 dimensions. Alors, sur la dimension fictive, on va commencer par une petite question, hein, sur une citation, savoir si vous allez réussir à en retrouver l'auteur.
Donc la citation, c'est de savoir qui a dit que l'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. Alors vous avez 4 propositions, hein. Pierre de Coubertin, l'initiateur des Jeux olympiques modernes, Sigmund Freud, théoricien de la psychanalyse, Gary Gygax, inventeur de Donjons et Dragons, et Platon, philosophe athénien. Est-ce qu'on aura des questions parfois un petit peu plus faciles? Parce que jusqu'à maintenant, je crois qu'on n'a pas réussi à gagner une seule fois. Bonne question. Après, c'est le principe du jeu, hein. On n'est pas à l'école des fans. Il faut qu'il y ait un peu de compétition quand même. Quand on connaît la réponse, c'est toujours facile. Plus que 5 secondes. Ah ben voilà, non. Alors, 36% pour Sigmund Freud, c'est la bonne réponse. Voilà, elle était quand même un petit peu plus facile que les autres. Alors, c'est vrai qu'on l'aurait bien entendu dans la bouche de Gary Gygax aussi, et pourquoi pas de Platon. En tout cas, c'est Freud qui a dit ça. Alors pourquoi? Pour dire que bien avant l'invention des serious games, hein, que le jeu c'était quand même de toute façon très sérieux. Et il n'y avait qu'à observer les enfants et même les adultes en train de jouer pour voir le degré de concentration et d'implication qu'il y avait dedans. Donc voilà, pour dire que le jeu, c'est sérieux dans ce sens où c'est hyper important pour le joueur, qu'il y a un réel investissement du joueur dans son activité. Alors en revanche, on l'oppose à la réalité, ce qui peut s'entendre dans deux sens, hein. Le fait, quand on dit le jeu est en dehors de la réalité, ça peut vouloir dire que ce qu'on fait dans le jeu n'a pas de conséquences sur le reste de la vie. Roger Caillois parlait aussi d'activités séparées, hein, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la sphère du jeu, qui est un peu une bulle, et quand on a fini ce qui se passe dans le jeu, on revient dans le monde réel et on retrouve l'état dans lequel on était avant. Ça, c'est le premier sens dans lequel on l'entend. Donc, ça exclut, j'ai vu que vous alliez proposer dans le cadre de cette semaine de la parentalité une intervention sur les jeux dangereux. Ben oui, les jeux dangereux, s'ils sont dangereux, de fait, ce n'est pas vraiment des jeux quand même. C'est qu'il y a un peu autre chose qui se joue parce qu'on rencontre cette dimension de la réalité qui revient. Et quand on parle de dimension fictive, c'est aussi ce que je vous évoquais tout à l'heure, hein, un peu avec la dimension du jeu symbolique, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour de faux. C'est-à-dire qu'on fait semblant, par exemple, de manger. Quand on joue à la dinette, on ne va pas manger les aliments pour de vrai, on ne va pas les cuisiner pour de vrai, mais on va faire comme si. Et il va y avoir une ressemblance dans les gestes qu'on va faire qui vont renvoyer à quelque chose qui est de l'ordre du réel. Donc là, je vous ai mis une petite illustration du jeu totalement virtuel qui illustre bien ce fictif, c'est-à-dire qu'on fait comme si, avec un casque virtuel, mais on se rend bien compte qu'on n'est pas non plus totalement dans la réalité. Alors cette dimension fictive, elle est importante, elle rejoint ce qu'on disait, bah oui, c'est important que l'enfant puisse bien faire la part de ce qui est sans conséquence pour lui, de ce qui n'est pas grave, et de ce qui est de l'ordre du réel, c'est-à-dire ce avec quoi on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, on ne va pas pouvoir imaginer comme on veut. Oui, du coup, excuse-moi, du coup, Antonin, du coup, il y a un aller-retour quelque part pour l'enfant entre la dimension symbolique fictive, ça lui permet aussi d'affronter après la réalité, justement, de l'appréhender différemment, non? Il y a un peu un aller-retour? Oui, c'est ce qu'on disait à propos du jeu symbolique, hein, que ça permet, le fait de faire semblant, d'anticiper, de jouer, ça permet de se familiariser avec l'ensemble du vécu qui est de l'environnement qui l'entoure, et ça le rend moins difficile à réaliser après quand lui s'y trouve confronté, moins difficile à accepter, soit de manière préventive, hein, en le faisant avant que ça arrive, soit en le faisant après pour se rejouer des choses qui ont été vécues.
Il y a cet aller-retour qui se fait entre le réel et le fictif. Alors, cette dimension du fictif, elle rejoint pour une bonne part la dimension de la gratuité. Alors, quand on parle de gratuité, ça ne veut pas dire que jouer ne coûte rien. Jouer, ça coûte toujours quelque chose. Si ce n'est pas de l'argent, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que même si on veut jouer au solitaire sur son portable, ben, il faut au moins attraper le portable et lancer le jeu. Alors, c'est un peu minimal comme effort, mais quand même, il y a un petit effort qui est nécessaire pour accéder au jeu. Et évidemment, donc l'investissement peut être beaucoup plus important. Après, il y a des jeux qu'on peut acheter, voir si on est vraiment passionné. On peut acheter des jeux très chers pour le plaisir d'y jouer. Mais quand on parle de gratuité, c'est en termes de finalité de ce qu'on attend derrière le jeu. De notre point de vue, à la LF, pour que ça soit véritablement du jeu, et surtout pour que ce soit du jeu favorable à l'enfant, à son bien-être, à son développement, il faut que la finalité, ce soit le plaisir qu'on prend à jouer et qu'il n'y ait pas un autre objectif derrière, notamment le fait de gagner une récompense. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'évolution de l'histoire des jeux, hein. C'est-à-dire que souvent, beaucoup de jeux se jouaient avec des enjeux, hein. Il y avait quelque chose à gagner, alors de l'argent évidemment, ou des récompenses plus prosaïques, un jambon, ce que vous voulez. Mais quand on regarde ces jeux-là, bah, c'est quand même des jeux un petit peu chiants, hein, à pratiquer. C'est-à-dire que les jeux de hasard purs, si effectivement on ne joue pas en misant quelque chose, ça n'a à peu près aucun intérêt. Alors que des jeux véritablement intéressants, il n'y a pas besoin de ça, le jeu se suffit à lui-même. Et donc, ça rejoint aussi cette question posée tout à l'heure, hein, par rapport aux attentes qu'on peut avoir pour l'enfant. Si on commence à surinvestir l'enfant d'attentes, qu'on dit « Ah oui, tu vas jouer à ça parce que ça va t'aider à parler, ça va t'aider à mieux comprendre, à être plus performant, à mieux réussir, etc. » On est en train de mettre une pression sur l'enfant qui ne va pas lui permettre de faire ses expérimentations dont il a besoin de façon sereine. Ça va produire des enfants un petit peu stressés. Alors, c'est important aussi cette dimension gratuite, hein, parce que aujourd'hui, tout doit servir à quelque chose, hein. Le seul moment où on ne demande pas mais ça à quoi ça sert, c'est quand on a répondu ça sert à gagner de l'argent. À ce moment-là, c'est bon, on a atteint le niveau de réflexion maximal. Une fois qu'on a dit qu'on pouvait gagner de l'argent, on ne demande pas mais à quoi ça sert de gagner de l'argent. On considère que c'est une réponse valable. Alors que le jeu, souvent, ça ne suffit pas. Il faut justifier pourquoi on joue. On ne peut pas dire je joue juste parce que ça me fait plaisir. Il faut dire non, je joue parce que ça développe telle ou telle compétence. Donc, c'est un niveau de réflexion quand même assez intéressant sur les valeurs, hein, qui sont un peu portées dans la société d'aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, de dire voilà, je joue juste parce que ça me fait plaisir. Ce côté un peu éloge de la gratuité qui est intéressant. Et enfin, la troisième dimension, ça va être la dimension libre. Alors, qui est liée aux autres, hein. Les trois se recoupent assez largement, hein. C'est-à-dire que si le jeu est déconnecté du reste, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de sanction si jamais je ne veux pas jouer. Donc forcément, quand on joue, on choisit si on a envie de jouer ou pas. On décide à quoi on joue, on décide de ce qu'on fait dans le jeu et avec qui on joue. Dès qu'il y a des paramètres qui commencent à être imposés, de fait, on n'est plus vraiment dans ce jeu fictif, gratuit et libre, parce qu'il y a d'autres enjeux derrière qui viennent s'introduire. Alors, cette dimension libre, elle est importante parce qu'elle est liée au reste, parce que c'est l'idée que l'enfant n'ait pas de pression, qu'il puisse faire les choses à son rythme. Mais elle est importante aussi parce que ça va être le seul moyen qu'on a d'apprendre aux enfants, donc aux futurs citoyens,
l'exercice de la liberté. Qu'est-ce que ça fait d'être libre? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a personne qui est derrière nous à nous dire bon, bah, maintenant tu fais telle activité et tu l'as fait de telle manière et après tu feras ça, après tu feras ça. Et donc ça rejoint un petit peu la question évoquée tout à l'heure de l'ennui. Hein. Bah, oui, l'enfant est libre, donc il va devoir faire avec cette liberté, se rendre compte que c'est pas toujours facile non plus d'être libre, de ne pas être dans cette stimulation permanente, mais c'est une étape qui est absolument fondamentale pour le développement de l'individu. C'est important que l'enfant soit confronté à ça. Alors, je vous propose sur cette question de la liberté une petite citation hein, de Janusz Korczak, qui date de 1919. Hein. Je suis beaucoup sur les vieilles citations pour vous montrer que tout ça n'est pas très nouveau quand même. Hein. Alors, Janusz Korczak, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était un médecin hein, pédiatre hein, qui a eu la particularité de travailler dans le ghetto de Varsovie. Donc là, la date de 1919, c'est la date de publication en français hein, du livre, ce n'est pas la date d'origine de... Ah oui, non, si, pardon, je vous dis une bêtise, c'est bien la date, oui. C'est bien le livre qui est sorti en 1919. Et donc, il est mort en déportation avec les enfants qui l'accompagnaient dans le ghetto de Varsovie. Et son travail a donné naissance ensuite à la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Et donc, il disait à propos du jeu, le jeu, c'est moins le paradis enfantin que le seul domaine où nous leur laissons un peu de liberté, d'initiative. Dans le jeu, l'enfant peut apprécier la valeur de l'indépendance, même si elle n'est pas totale. Il sait que le jeu, c'est son droit, alors que tous les autres plaisirs ne sont que des concessions, des faveurs passagères. Alors, je vous laisse imaginer dans quel état serait Korczak aujourd'hui s'il se rendait compte à quel point même les enfants ont perdu le jeu de plus en plus parce que le jeu devient de plus en plus dirigé avec des objectifs introduits, avec des compétences qu'on doit développer et que c'est de moins en moins l'enfant qui a l'initiative de son jeu, alors que sur cette dimension de la liberté, c'est un petit peu fondamental de passer par là. Voilà, donc c'est important de maintenir cette vision du jeu parce que, encore une fois, c'est pas seulement un truc un peu philosophique de se dire ah oui, c'est bien d'avoir des enfants qui sont comme ça. C'est vraiment sur des problèmes après de santé mentale hein, que de l'enfant que ça se joue. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants surstimulés ou qui sont tout le temps placés dans des objectifs de progression, de performance, etc., très rapidement, on les retrouve avec des états d'anxiété, de dépression, de sentiment d'impuissance et de déficit d'attention. Hein. Il y a un article dans un journal américain d'un monsieur qui s'appelle Peter Gray qui a identifié ces 4 types de pathologies corrélées avec la diminution du jeu chez certains enfants. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie? Oui, une question. Lorsque tu parles de la dimension libre, et notamment la liberté de choisir avec qui on joue, il y a la question d'un parent qui demande du coup, parfois mon enfant ne veut pas que je joue avec lui. Est-ce normal? J'ai l'impression que la réponse est là. Oui, c'est tout à fait normal. L'enfant, il va toujours être un peu dans cet entre-deux, c'est-à-dire d'à la fois avoir besoin du parent et du regard du parent et de l'intérêt du parent sur ce qu'il est en train de faire. Et il y a des moments où il va avoir besoin de se dire bon et c'est plutôt bon signe. Hein, s'il peut y aller tout seul, ça veut dire qu'il se sent suffisamment sécurisé, suffisamment en conscience pour aller vivre des expériences à l'abri du regard du parent sans le parent. Donc oui, non seulement c'est normal, mais en plus c'est plutôt positif d'avoir un enfant qui a cette confiance et cette capacité-là. Et la deuxième, c'est donc dans le sens où on choisit avec qui on joue. Comment je fais lorsque j'ai mon enfant qui est l'enfant qu'on ne choisit pas pour jouer?
Par exemple, dans la cour de récréation, on va faire un match de foot, je suis toujours le dernier choisi par défaut, entre guillemets, ou dans les fratries aussi en tant que parent, lorsque j'ai 2 ou 3 enfants, enfin voilà, une fratrie, et j'ai un enfant qui est rejeté des autres, comment faire? Alors, c'est une bonne question qui va dépasser un peu le cadre du jeu pour le coup, mais c'est effectivement des problèmes qu'on rencontre assez souvent. Alors, sur le premier cas, hein, l'enfant qui est pas choisi, euh, peut-être que ça renvoie aussi à un certain type de jeu et à un certain type d'attente de niveau de performance de l'enfant dans le jeu. Mais peut-être que si on propose d'autres types de jeux, cet enfant se sentira plus à l'aise et que les autres aussi lui reconnaîtront des compétences qu'ils ne lui reconnaissent pas forcément sur un autre type de jeu, hein. On imagine bien, par exemple, l'enfant qui n'est jamais choisi au foot. Bah, si on est sur d'autres propositions de jeu, des propositions de jeu plus diversifiées, bah, il aura aussi l'occasion de mettre en avant ses capacités propres. Sur la question dans la fratrie, alors oui, effectivement, c'est problématique s'il y a un enfant, hein, typiquement le plus jeune, bah, les plus grands ont pas envie de jouer avec lui. Mais c'est hyper compliqué pour les plus grands aussi de leur confier la responsabilité de prendre en charge le plus petit et qu'ils le fassent à contre-cœur. Euh, Donc après, sur la façon dont ça peut se résoudre, ça dépend, je pense, du degré aussi de gravité que ça peut atteindre. C'est-à-dire qu'à l'extrême, peut-être qu'il faut aller voir un psy et commencer une thérapie familiale. Mais si on n'en est pas là, il y a peut-être quelque chose qui est possible de mettre en place en discutant avec les plus grands, en essayant de savoir ce qui leur pose problème dans le comportement des plus petits, parce que ça peut être des choses très différentes, hein. Ça peut être le fait que par rapport au père, donc aux enfants de même âge, ça leur donne un sentiment d'inconfort d'être toujours avec le petit frère et de devoir s'en occuper et d'être associé à un âge plus bas que le leur. Ça peut venir du fait que ça les empêche de faire certaines activités qu'ils aimeraient bien. Par exemple, si c'est des ados, hein, il y a des activités qu'on peut faire entre ados, mais qu'on ne peut pas faire s'il y a un enfant plus jeune. Donc là, ça pose le problème. Donc, c'est une question, il faudrait vraiment travailler un petit peu finement pour voir qu'est-ce qui se joue dedans, mais c'est un problème intéressant. Alors peut-être aller voir soit un psy, soit éventuellement un ludothécaire pour en parler, pour voir ce qui peut aussi être trouvé comme jeu qui pourrait ne pas dépendre de l'âge, hein. C'est une question sur laquelle on va revenir un petit peu tout à l'heure, mais il y a des jeux qui peuvent créer des niveaux euh, très marqués entre des enfants d'âge différents ou même des personnes de niveau différents. Et du coup, ça ne va pas être agréable pour les uns et les autres de jouer ensemble, mais il y a des jeux où ce côté-là va s'estomper. Et donc, peut-être que sur ce type de jeu, ce serait plus facile de les convaincre de jouer ensemble. D'accord, merci. Il reste 2 questions sur cette thématique, sur ce chapitre-là. La première, c'est un jeu de société, même simple comme le jeu de loi, a certaines règles à respecter. Est-ce qu'on quitte alors le jeu libre? Alors, si l'enfant n'est pas obligé de jouer au jeu de loi, on est dans du jeu libre. C'est lui qui a choisi de jouer au jeu de loi. Après, il va y avoir la question de cette règle à respecter qui va se poser et aussi de la triche, hein, dont on peut parler. C'est-à-dire que, effectivement, quand un enfant va commencer à jouer au jeu de règles, c'est pas forcément facile de comprendre qu'il y a une règle à respecter. Ce qui intéresse l'enfant dans le jeu de loi, c'est pas forcément le fait de respecter la règle, mais ça va être le fait de manipuler les pions, de lancer les dés, etc. Et donc il y a quelque chose qui va se construire un peu petit à petit et rarement sans problème. Donc on est toujours dans du jeu libre, même quand il y a une règle du jeu. Et par contre, il faut être attentif à la façon dont l'enfant est en capacité ou pas
de se plier, de suivre cette règle. Et notamment, il y a des enfants qui sont très mal à l'aise avec le fait de perdre, hein. Je pense que ça arrivait à beaucoup de parents qui aient des crises de larmes quand un enfant perd parce qu'ils ne supportent pas ça. Malheureusement, c'est une expérience qui est nécessaire aussi, hein, l'expérience de la frustration, de se rendre compte qu'on ne peut pas tout le temps gagner. Donc, il va falloir faire avec ce côté-là. Alors, il y a différents moyens de l'atténuer et il y a des propositions qui peuvent être faites. C'est-à-dire que même si le jeu de loi a une règle fixée, on est tout à fait libre de renégocier la règle avec l'enfant pour qu'elle soit moins mal vécue, moins difficile à vivre. On peut très bien accepter de dire ah bah oui, je suis en avance, toi tu es en retard, bah allez, on échange nos pions. Alors faut pas que l'adulte mette trop d'affect dans le jeu aussi. Il faut que lui soit en capacité d'accepter de perdre et d'échanger la victoire vers laquelle il allait avec une défaite pour permettre à l'enfant d'y accéder. Mais il faut que ce soit verbalisé, formalisé avec l'enfant. Donc au début, il se rend compte qu'il est en train de perdre et on lui propose d'inverser les rôles. Donc du coup, il va gagner, il sera content, mais il aura quand même eu cette étape de mise en difficulté qui le confronte à la frustration. Donc ça peut être un bon biais pour progresser sur cette question-là. Merci Antonin. Et la dernière question, trop jeune, l'enfant qui a parfois trop de jeux guidés, réfléchis, ça peut être jeux vidéo, jeux de rôle, est-ce qu'il va réussir à avoir une distanciation entre le fictif et la réalité? Est-ce qu'en gros, ce type de jeu ne l'enferme pas trop dans une bulle qui est sa réalité, mais peut-être pas la réalité? Alors, ça va être une question de degré, hein, encore une fois, hein, et qui se pose d'ailleurs pas qu'avec l'enfant, hein, ça peut se poser aussi avec des adultes qui ont certaines fragilités aussi. Quand on s'enferme complètement dans un univers de jeu, c'est vrai qu'on se rend plus bien compte de où est la limite, hein. Il y a eu des cas, notamment en Chine et en Corée, hein, de joueurs de jeux vidéo qui ont joué jusqu'à en mourir d'épuisement. C'est arrivé quelques cas comme ça, donc on est absolument tellement dans l'univers du jeu qu'on se rend plus compte qu'il y a une réalité physiologique, hein, qui existe, qui est encore là. Après, sur des temps de jeu, on va dire, classiques de l'enfant, hein, c'est-à-dire on n'est pas 8 heures par jour en train de faire du jeu de rôle avec les enfants, sans problème, ils feront la distinction entre ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui est de l'ordre de la réalité. Ils sont justement à partir de cet âge du jeu symbolique, ils font très bien la différence entre le fait de faire quelque chose pour de vrai et le fait de faire semblant. Donc si on est sur une pratique de jeu quantitativement normale, a priori, il n'y a aucun souci. Même pour les jeux vidéo? Question, hein. C'est une question que j'ai. Même pour les jeux vidéo, oui, même pour les jeux vidéo. Par contre, sur les jeux vidéo, il y aura d'autres types de problèmes qui vont arriver, mais ce ne sera pas forcément sur cet ordre du fictif et de la réalité. Mais de toute façon, si des jeunes enfants passent un temps excessif sur les jeux vidéo, de toute façon, ça va créer des problèmes, ça c'est sûr. Merci Antonin. Alors, assez rapidement, parce que je vois que l'heure tourne aussi, je vous présente les différents types de jeux, alors tels qu'on les utilise en ludothèque, hein, parce que des classifications de jeux, il y en a des dizaines et des dizaines qui existent, hein, selon à quoi on s'intéresse, selon quels sont les enjeux. On va avoir des façons différentes de classer les jeux. Donc là, je vous présente une des classifications utilisées en ludothèque, hein, qui s'appelle le système ESAR, donc qui est l'acronyme de jeu d'exercice, jeu symbolique, jeu d'assemblage, jeu de règles. Donc, je vous présente rapidement, hein, quelques exemples de jeux de chaque. Alors, ce qu'on appelle les jeux d'exercice, ça va être des jeux beaucoup basés sur la sensorialité et la motricité. Et
l'idée importante sur ce type de jeu, c'est que tout peut servir de jeu d'exercice. Il n'y a pas forcément besoin d'investir dans des jouets très onéreux, hein. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de choses que vous pouvez trouver très facilement chez vous et qui font de parfaits jeux d'exercice. Donc un saladier en inox, hein, c'est super, c'est multisensoriel parce que ça fait du bruit, ça brille, on peut faire des tas de trucs avec, on peut le mettre sur la tête, on peut faire de la musique, et c'est équilibré en termes de fonctions que ça propose. C'est-à-dire que si vous êtes sur un jeu électronique avec 40 boutons, bah ça va être un peu compliqué et un peu surstimulant pour l'enfant. Trop de fonctions, trop de trucs qui réagissent automatiquement, où on ne comprend pas l'effet de causalité entre ce qu'on fait et ce qui se passe, etc. Alors que là, on est sur un bon niveau de fonctionnalité. Des bouchons de lait, c'est super aussi, on peut en faire plein de trucs, on peut les empiler, on peut les trier, on peut remplir donc par exemple le carton que vous avez à côté avec les bouchons de lait, puis ensuite les vider pendant des heures, on ne s'en lasse pas. Là, vous avez un petit exemple d'objet. Alors là, c'est intermédiaire, c'est-à-dire que c'est du fait maison, hein, des petites bouteilles sensorielles, donc des choses qu'on peut fabriquer sans avoir besoin d'aller acheter des jouets dans les supermarchés. Sur les cartons, je vous ai mis quelques petites images de choses qui ont été faites dans une ludothèque en Bretagne, hein, qui organise chaque année une activité autour des cartons. Donc, c'est tout ce qui est mis à disposition pour jouer. Et vous voyez qu'on peut faire des tas de choses avec. On peut construire des forts, on peut se cacher dedans, on peut s'allonger dessus, on peut en faire des voitures, etc. Donc, ça permet énormément de fonctionnalités. Alors, il y a un peu aussi cette idée qu'on entend souvent que quand on offre des cadeaux donc, aux enfants, ils jouent plus avec l'emballage qu'avec le cadeau. Alors, c'est évidemment pas forcément vrai, mais en tout cas, en termes de potentialité de jeu, il est clair que l'emballage a autant de valeur que le jeu qu'il y a dedans en termes de possibilités que ça offre. Alors ça, c'est des exemples que je vous ai mis parce qu'ils ont été primés par les ludothécaires à un prix qui s'appelle la sélection des ludothécaires. Et ça, c'est des jeux qui sont ressortis dans la catégorie jeux d'exercice comme étant particulièrement intéressants. Donc des balles miroirs, hein, ça ressemble un peu au saladier en inox que je vous avais présenté, mais du fait que ce soit des balles, ça peut rouler, on peut faire d'autres choses avec. Donc dans le côté de jeu vraiment qu'on peut acheter et offrir, parce que c'est souvent la question qui se pose, un petit jeu de Hop Toys, hein, une spirale avec des roues crantées qui descendent dessus. Les jeux de transvasement, donc que ce soit avec du sable, de l'eau, des bouchons de lait, de la semoule, ce qu'on veut, hein, qui est une activité qui marche vraiment toujours avec les enfants sans exception. Un petit arbre à billes musical, donc sur le côté sensoriel aussi. Alors vous voyez que c'est un arbre avec des billes, donc évidemment quand on joue avec des enfants un peu jeunes, qui ont tendance à tout mettre à la bouche, faut y jouer de manière accompagnée, mais ça reste néanmoins un jeu intéressant. Ensuite, les jeux symboliques dont on parlait tout à l'heure, donc des jeux de faire semblant. Donc là, l'image que je vous propose vient d'une ludothèque qui a reconstitué des espaces de jeu qui représentent différents types d'habitations du monde entier. Donc là, vous avez la maison africaine, et donc qui a la particularité de mêler des objets jouets. Donc par exemple, vous voyez que vous avez des fruits et légumes en plastique avec des objets réels, hein, qui pourraient être utilisés dans la vie quotidienne. Et donc on associe les deux pour créer des espaces, sachant que les deux ont exactement la même fonction. Alors évidemment, si on met des couteaux, on va peut-être privilégier plutôt des couteaux en plastique jouets plutôt que des vrais couteaux de cuisine. Mais pour le reste, tant que ça ne présente pas de danger, on peut très bien mixer les deux pour créer une proposition de jeu symbolique. Je vous ai présenté ça aussi, donc c'est assez intéressant, hein, c'est une poupée. Alors celle-ci, c'est la Lamili, maintenant il y en a d'autres qui existent. C'était l'idée de faire des poupées qui respectent la réalité des proportions humaines du corps. Donc là,
À droite, vous avez la comparaison entre la poupée Lamilly et une poupée mannequin type Barbie classique. Et vous voyez qu'il y en a une qui est un petit peu plus réaliste que l'autre à ce niveau-là. Là, pareil, d'autres types de jeux, des tapis de jeux qui peuvent favoriser justement l'imagination en se projetant dans des univers particuliers, des jeux qui sont à la limite du jeu d'assemblage et du jeu symbolique, donc des personnages, des univers qu'on va construire avec des cubes. Les déguisements, tout ce qui est déguisement, ça rentre dans ce côté du jeu symbolique, et tout ce qui est jeu d'expression, où on va pouvoir dessiner, modeler. Alors effectivement, on aurait pu mettre la pâte à modeler aussi, comme grand classique des jeux symboliques. Là, c'est le MagPad. Donc c'est un jeu avec un stylet aimanté qui permet de faire des formes sur une petite tablette. Et qui marche très bien aussi, et qui est à la limite, encore une fois, du jeu symbolique, c'est-à-dire où on peut dessiner ce qu'on veut, et du jeu d'assemblage, c'est-à-dire où on va reproduire des modèles qui sont fournis à côté. Sur la catégorie de jeux d'assemblage, là, c'est des jeux qui vont servir à construire des choses, alors qui se marient très bien avec le jeu symbolique, parce que on peut utiliser, par exemple, des constructions. Donc ici, avec un jeu, encore une fois, aimanté, qui s'appelle les Magformers. Donc on va pouvoir faire des constructions et ensuite utiliser des figurines, des personnages, des poupées pour interagir avec ces constructions. Ou alors on va pouvoir fabriquer des pistolets ou des fusils, des trucs qui marchent très très bien. Toujours, c'est la première chose que les enfants ont envie de fabriquer souvent avec ça, mais des maisons aussi. Des Capla, un autre jeu de construction très connu. Donc là où vous voyez une animation spéciale Capla dans une ludothèque à Issoire, ce que ça peut donner. Des parcours de billes. Donc là, un parcours de billes qui est édité par Ravensburger, donc avec des modules qui permettent de faire tout un tas d'effets qui fonctionnent bien. Le jeu de Micha, alors par opposition à Ravensburger, donc qui est un tout petit jeu fabriqué de manière artisanale en bois, et donc qui permet des manipulations assez originales aussi, et un peu inhabituelles. Donc ça, c'est pour vous montrer que quelle que soit la catégorie de jeu, ça peut toujours être en réel ou en virtuel. Le jeu vidéo, il peut se décliner de différentes façons. Et donc là, vous avez le jeu Minecraft, qui est très connu aussi, qu'on peut jouer comme un jeu d'assemblage, c'est-à-dire comme un jeu de construction. De la même manière qu'on fait des constructions avec les Capla, on peut les faire en virtuel avec le Minecraft. Enfin, la catégorie des jeux de règles, donc ce qui va être plutôt le côté jeu de société. Donc là, encore une fois, quelques exemples sélectionnés par les ludothécaires au cours de ces dernières années. King Domino, Draftosaurus, Maître Q-Birds aussi. Ici, vous avez Maître Renard, donc un jeu avec des masques. Donc là, vous avez des jeux un peu actuels, mais évidemment, les jeux de règles existent depuis très longtemps. C'est le cas des autres types de jeux aussi, mais il y a cette dimension traditionnelle aussi qui revient assez souvent. Donc avec la Wele, donc un jeu de semailles qu'on retrouve sur tout le continent africain et le continent indien, le mahjong, le carom, c'est-à-dire le billard indien. Des jeux vidéo de règles, donc dans différents styles. Je ne vais pas revenir en détail dessus, sauf s'il y a des questions un peu spécifiques sur le jeu vidéo dont on parlera tout à l'heure. Voilà, évidemment, beaucoup de jeux que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement déjà vus aussi en différents types de jeux de société. Voilà, donc j'ai survolé assez rapidement cette question des différents types de jeux pour avoir le temps de vous parler aussi un petit peu du reste, mais peut-être qu'il y a des questions sur cette thématique. Non, ça a été clair. Je pense qu'on peut enchaîner. Voilà, oui, donc aussi pour vous montrer que la diversité des thèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeux sur tout, sur l'histoire, les métiers, la géographie, les univers fictifs, comme Games of Thrones, l'univers réel avec des finatures, l'histoire. Là, vous avez un jeu assez intéressant qui s'appelait Lutte des classes. Voilà.
Et que pour un même thème, donc par exemple les trains, ça se décline sur tous les types de jeux différents. Donc le jeu, on va dire à la limite de l'exercice et du symbolique, le petit train, le jeu de société mais sur écran, le parcours, donc cette fois la limite du symbolique et de l'assemblage, et qu'on retrouve décliné version expert, hein, avec le modélisme, où on fait exactement la même chose, mais avec un niveau de difficulté plus élevé. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la question qui est un peu essentielle, de comment on fait pour favoriser le jeu de l'enfant. Donc là, je vous ai mis une image d'une association d'orthophonistes, hein, qui s'appelle Je pense parle, qui fait partie de nos partenaires et qui a créé cette affiche un peu en réaction au tout écran, hein, pour rappeler que voilà, son premier jeu interactif, c'est vous. Donc effectivement, le premier support de jeu pour l'enfant, ça va être le parent, hein, principalement, en tout cas l'adulte qui s'occupe de lui. Et ces échanges-là, ils vont être importants dans tous les cas. Et donc, à un moment, il va falloir quand même, malgré toutes les tentatives qu'on fait pour se débarrasser des enfants, quand même devoir s'y coller, jouer un petit peu avec eux. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être sur leur dos. D'une manière générale, il va falloir essayer de suivre le rythme de l'enfant, ce qui va commencer par devoir quelque part soi-même se déstresser un peu par rapport à toutes les angoisses qu'on peut avoir sur l'enfant, de se dire ah mais il parle pas encore, il marche pas encore, il va pas assez vite, il progresse pas assez vite. Il va falloir aussi laisser du temps pour jouer aux enfants. Donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure, hein. Il y avait la question dessus, et je vous en ai parlé avec la diminution du temps de jeu de l'enfant. C'est-à-dire que de plus en plus, les enfants ont des agendas hyper chargés, remplis d'activités, où ils ont peu de temps à consacrer à du jeu libre, c'est-à-dire qui émane de leur propre initiative, hein, de leur propre décision. Et dans cette idée de suivre le rythme de l'enfant, il y a aussi le fait de ne pas vouloir se précipiter trop vite sur le jeu de règles. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la proposition de jeu. Il y a des jeux de règles maintenant dès 2 ans, pour que l'enfant commence voilà, à apprendre quand c'est son tour, quand c'est pas son tour, etc. Bon, clairement, ça paraît inadapté. C'est trop tôt de 2 ans pour proposer du jeu de société. À quel moment est-ce qu'il faut commencer à proposer du jeu de société? Au moment où, alors évidemment, il faut que l'enfant le voit autour de lui, mais lui, il va peut-être manifester un intérêt pour ça, avoir envie de faire comme ses frères et sœurs plus grands, ou comme des adultes qui voient jouer, etc. Ça va partir de lui, cet intérêt. Mais en gros, ça va plutôt se faire à partir de l'âge plutôt 4-5 ans. Quoi. Ça peut être un peu avant, un peu après, il n'y a pas d'âge fixe, mais globalement, vouloir le faire trop tôt, c'est quand même pas bon, parce que ça installe tout de suite un mauvais rapport avec ce type de jeu, que l'enfant vit très tôt comme une contrainte et comme une expérience au final plutôt déplaisante, qui fait qu'il aura plutôt tendance à le rejeter après si ça lui était proposé de manière un peu contrainte trop tôt. Donc dans le fait pour l'adulte de se détendre, il y a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait de favoriser la diversité des jeux, y compris sur la question du genre. C'est-à-dire que commencer à interdire des jeux en disant non, ce type de jeu c'est pas pour toi parce que c'est pour les garçons ou c'est pour les filles, ça va pas faciliter le développement de l'enfant. Alors pourquoi? Parce qu'il a autant besoin de se représenter le genre auquel il va s'identifier, c'est-à-dire qu'il a besoin de savoir si c'est un garçon, qu'est-ce que ça fait d'être un homme, qu'est-ce que ça fait d'être un papa, etc.
Et il va tout autant avoir besoin de s'identifier, à dire, mais et être une fille, qu'est-ce que ça fait? En quoi ça peut être différent, etc. Alors, pour autant qu'on soit sur l'idée de garder une séparation de genre assez marquée, ce qui n'est pas forcément incontournable, hein, et inévitable. On peut aussi avoir une approche où il n'y a pas d'assignation de genre, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'identifier différemment au papa ou à la maman, on va s'identifier à l'adulte de manière générale et indifférenciée, et toutes les activités étant bonnes pour tout le monde. Mais dans tous les cas, même si on reste sur l'idée de vouloir maintenir une distinction de genre, c'est pas pour autant qu'il faut empêcher l'enfant de jouer aux jeux du genre qui ne sont pas les siens, avec cette peur, hein, qu'on retrouve très souvent chez certains parents, c'est « Ah, mais j'ai peur que, par exemple, si mon petit garçon se déguise avec des robes, j'ai peur qu'il devienne homosexuel. » Ben non, là, c'est du fantasme total. Il n'y a pas plus de chances que l'enfant devienne homosexuel parce qu'il aura mis des robes, qu'il devienne médecin parce qu'il aura joué avec un faux stéthoscope. Ce serait un peu trop facile et un peu trop simple si ça se passait comme ça, mais ça n'est absolument pas le cas. Donc voilà, l'idée de ne pas interdire les types de jeux, l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure aussi, de varier son niveau d'implication en tant que parent, c'est-à-dire qu'il y a des temps où il faut laisser jouer l'enfant. Alors, laisser jouer, ça ne veut pas dire le laisser faire tout ce qu'il veut, ni l'abandonner tout seul dans la forêt. Laisser jouer, ça veut dire qu'on maintient un cadre quand même qui précise ce qui est possible de faire dans le cadre du jeu. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la dimension fictive. Pour que ça reste fictif, il faut qu'il y ait certaines limites qui ne soient pas franchies. C'est-à-dire qu'en gros, un enfant qui est à quatre pattes, qui explore par terre, vous pouvez le laisser jouer avec tout ce qu'il veut, sauf que quand il va commencer à tripoter la prise de courant, là, il va falloir marquer que non, là, on sort du cadre du jeu. Là, on rencontre quelque chose qui est de l'ordre de la réalité, et que donc, ça n'est pas possible de le faire. Donc, ce n'est pas parce que le jeu est libre que tout est du jeu, hein. Il faut bien faire la nuance entre les deux. Donc, pour aider l'enfant à avoir ce cadre sécurisant autour du jeu, ça peut être important donc de lui dire ce qui relève du jeu et ce qui n'en relève pas, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour jouer et ce qu'on ne peut pas faire pour jouer. Donc, par exemple, taper sur ses frères et sœurs, il n'y a pas de mal à lui dire que non, ça n'est pas du jeu. Lui dire ce avec quoi on peut jouer et ce avec quoi on ne peut pas jouer, c'est-à-dire les objets qu'il a le droit d'utiliser, les cartons, les bouteilles en plastique, etc., et les choses qu'il ne pourra pas utiliser, comme par exemple les fours micro-ondes, les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, tout ce que vous voulez. Lui dire le lieu où il peut jouer, alors que ce soit le lieu où il a le droit de sortir dans l'espace public ou même à l'intérieur de la maison, hein. Est-ce qu'il peut jouer que dans sa chambre? Est-ce qu'il a le droit de venir jouer à tel ou tel endroit, mais qu'il ait un cadre qui lui soit donné? Et enfin, un cadre temporel, c'est-à-dire quels sont les moments qu'il a pour jouer, et notamment dans l'idée de le prévenir, c'est-à-dire quand il va devoir être interrompu dans une activité qu'il est en train de faire, c'est toujours bien de le prévenir un peu à l'avance pour qu'il puisse se préparer justement à arrêter de jouer et anticiper le fait qu'il faudra aller voir Tati ou ce que vous voulez après. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire pour laisser l'enfant un petit peu jouer. Oui. Malika, il faut que tu allumes ton micro, on ne t'entend pas. J'ai activé qu'une étape. Donc oui, il y a certains parents des fois qui se disent « Ah mince, je culpabilise un peu et tout. Des fois, je me force, j'ai pas trop envie de jouer, ou alors je rentre, je suis fatiguée, ou alors ça n'a jamais été trop mon truc. » Donc voilà, pour remédier à ça ou pas, peut-être juste lui laisser le temps déjà à l'enfant et l'espace pour qu'il puisse jouer. Si le parent ne participe pas forcément, est-ce vraiment un problème ou...
Alors, si l'enfant participe pas, c'est pas, enfin, si le parent Le parent, participe oui. pas, c'est pas forcément un problème, mais ça peut l'être s'il y a quand même une envie de l'enfant de jouer avec son parent Mhm. et que le parent n'y répond pas et ignore totalement cette envie. Là, ça peut devenir quand même un peu compliqué. Après, effectivement, on peut laisser jouer, mais jouer avec, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est pas toujours facile de jouer avec des enfants parce qu'on, comme tu disais, on n'en a pas toujours forcément envie. Mais là, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que la relation de jeu, elle n'est pas forcément symétrique, hein. Et beaucoup de professionnels qui travaillent dans le jeu avec des enfants, hein, des ludothécaires, peuvent vous dire qu'ils n'ont pas toujours envie de jouer avec les enfants, pas toujours envie de jouer toujours au même jeu en boucle, parce que c'est souvent ce que demandent les enfants, mais on est un peu obligé de le faire quand même. Et donc, il y a effectivement des moments où on se force un peu. Alors après, il faut évaluer selon la subjectivité de chacun. Il ne faut pas aller trop loin dans le fait de se forcer. C'est-à-dire que si c'est absolument insoutenable et qu'on sent qu'on va craquer de jouer avec l'enfant pour X raisons, hein, parce que ça peut rappeler des mauvaises expériences justement de jeux en famille, des choses comme ça, faut pas se mettre mal en se forçant trop à jouer. Mais des fois, bah, on doit prendre un petit peu sur soi aussi pour répondre à cette envie de l'enfant de jouer à certains jeux avec le parent. Ce qui peut être difficile aussi pour l'adulte qui joue avec les enfants, ça va être, et ça c'est plutôt pour le côté des adultes qui, eux, aiment bien jouer, ça va être d'accepter que l'enfant ne soit pas forcément le partenaire de jeu idéal et qu'il n'ait pas forcément autant de bonnes idées que vous en avez. C'est-à-dire qu'il est en train de développer, je sais pas, d'imaginer un univers pirate et vous avez plein d'idées sur la façon dont vous pourriez construire un bateau et construire un super scénario, etc. Mais si vous vous mettez à tout faire à la place de l'enfant et à jouer à sa place, à décider de ce qu'il va avoir dedans, bah, lui, il perd beaucoup d'intérêt dans le jeu et ça commence à être beaucoup moins intéressant. Donc il faut vraiment avoir cette capacité quand on joue avec les enfants, à leur laisser la place de décider, hein, de prendre les initiatives, d'imaginer eux-mêmes, de construire eux-mêmes et d'être soi-même dans un rôle un petit peu secondaire par rapport à ce que propose l'enfant. Nous, à ce sujet, Antonin, Oui. on a tendance à faire des ateliers parents-enfants dans la volonté que c'est ni le parent ni l'enfant qui dirige le jeu, mais c'est une tierce personne qui va mener le jeu, et ce qui fait que du coup, l'enfant et le parent se retrouvent finalement au même niveau dans la façon de jouer, dans la façon de participer à ça. Et souvent, le retour des familles, bah, c'est que ça fait du bien parce que du coup, on ne s'oblige pas à aller dans l'imaginaire de l'un ou de l'autre, mais vraiment, on joue ensemble avec quelqu'un d'autre qui mène cette animation. Alors, je connaissais pas, hein, le procédé. Il faudrait y réfléchir. Ça peut être intéressant, mais ce qui me semble important, c'est que donc dans ces cas où c'est un petit peu compliqué effectivement de jouer ensemble, le tiers effectivement c'est hyper précieux, hein, d'avoir quelqu'un qui puisse faire un petit peu l'arbitre, hein, de cette situation difficile. Mais quand ce n'est pas des situations problématiques, je pense que c'est bien que ça parte de l'enfant et que l'adulte soit capable de répondre à ce qui est proposé par l'enfant en termes d'imaginaire. Oui, non, c'était vraiment pas une question problématique, c'était une nouvelle forme de façon de jouer ensemble et pas obligatoirement de l'un et de l'autre. Voilà, c'est une autre ouverture, mais pas du tout pour répondre à une problématique. Okay. Il y a une petite question. Lorsque dans la chambre de mon enfant, il y a trop de jouets, parce que je veux faire plaisir, les grands-parents ont voilà, beaucoup de jouets, est-ce que finalement, quand l'enfant ne les utilise pas tous, est-ce qu'on ne tue pas le jeu par le fait de mettre trop de jeux? Alors, si, complètement, parce que l'enfant, il rencontre la même difficulté quand il est confronté à cette liberté, hein, dont on parle depuis le début. Je suis libre avec quoi je vais jouer.
que nous, quand on est devant un super menu de restaurant et tout nous fait envie, bah, c'est difficile de choisir, on ne sait pas, c'est compliqué. Avec un côté aussi potentiellement surstimulant, c'est-à-dire que s'il y a trop de jeux dans l'univers de l'enfant, que il y en a partout, bah, il y a le côté où on ne sait plus vraiment où donner de la tête et ça installe plutôt un degré de confusion. Donc effectivement, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de jeux, ou s'il y a beaucoup de jeux, qui soient quand même contenus, c'est-à-dire rangés d'une certaine manière, ou pas forcément tous accessibles à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il peut avoir envie de jouer avec tel jeu, donc on va lui mettre à disposition dans sa chambre, et puis un moment où il en aura marre, où il viendra redemander un autre jeu qui sait qu'il est à disposition, mais pas forcément directement dans sa chambre. Donc ça lui donne la possibilité de tourner, mais sans être un peu envahi par ce trop-plein de propositions, quoi. Super, merci Antonin. Est-ce qu'on a fini là sur cette partie-là en tout cas? Alors Ouais. on a fini sur cette partie-là. Après, on peut voir s'il y a D'autres des questions même sur d'autres sujets, hein, parce qu'on avait prévu d'aborder la question des écrans. On peut l'aborder effectivement assez rapidement, mais je pense que les gens en ont beaucoup entendu parler déjà. Je ne sais pas si... Ce qu'on peut peut-être proposer, c'est que là, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, du coup, n'hésitez pas à profiter de poser des questions pour un peu conclure cette conférence. Et si notamment vous avez des questions autour des écrans et des jeux vidéo autres, ben, profitez-en. La première question, c'est une question de curiosité que je t'ai posée tout à l'heure lorsqu'on a préparé le filage. C'est quoi la photo derrière toi? Enfin, la photo ou plutôt la peinture derrière toi? Alors, c'est une peinture de Bruegel, donc, qui s'appelle Jeux d'enfants, et qui montre la diversité des jeux qui étaient pratiqués dans l'espace public, dans la rue, par les enfants. Alors, vous la retrouverez sans problème, hein, sur Internet en tapant Bruegel. C'est une de ses plus connues en plus, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, ça me fait penser à vous montrer une autre image, donc, qui fait écho à celle-ci. Voilà, hein, qui est un peu l'équivalent du tableau derrière moi, mais en version contemporaine. Une action qui s'appelle Rue aux enfants, et qui est l'idée d'une réappropriation de l'espace public sur le jeu. Parce qu'effectivement, c'est important que les enfants jouent à la maison, mais c'est aussi important qu'ils puissent accéder à des jeux de plein air, et aussi à des lieux où ils puissent rencontrer d'autres enfants. Alors, la ludothèque est une très bonne indication pour ça, hein. Si vous en avez près de chez vous, ça peut être une très bonne manière de faire que l'enfant puisse jouer aussi avec des gens de son âge, et ce qui peut permettre aussi aux parents qui sont un peu sursollicités par leurs enfants et qui vivent mal le fait de devoir jouer avec, de trouver une alternative pour que ça soit possible. Donc voilà, donc vous voyez la rue aux enfants, c'est un truc qui est mis en place, donc la circulation est bloquée pour permettre aux enfants de jouer dans la rue, dans l'espace public, parce que de nos jours, c'est de plus en plus difficile pour les enfants de jouer dans des espaces extérieurs. C'est aussi pour ça qu'il y a des ludothèques qui ont apparu, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin de lieux où les enfants puissent jouer avec du matériel, en rencontrant d'autres enfants, etc. Alors qu'aux époques anciennes, la rue était de fait le terrain de jeu, comme le montre le tableau derrière moi. J'ai une question. Ah, ça y est, les questions arrivent. Une question, si tu as peut-être des trucs et astuces. Une maman qui dit: j'ai 2 ados à la maison, ils ne veulent plus du tout jouer aux jeux de société avec moi, seuls les jeux sur écran les intéressent. Est-ce que tu aurais quelques astuces pour pouvoir y remédier éventuellement ou pas?
2 ados qui veulent plus jouer en famille, ouais, l'astuce c'est d'attendre 5 ans. Euh, mais ouais, ça c'est oui, oui, Dur. c'est pas totalement satisfaisant, mais effectivement c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au niveau des ados, c'est-à-dire de se dire bah non. Moi maintenant, je suis plus dans l'univers de mes parents, hein, je m'affranchis de l'univers de mes parents, j'ai plus rien à faire avec eux. Manger avec eux, déjà, ça me saoule. Je préfère être dans ma chambre, etc. Donc, a fortiori, jouer aux jeux de société avec eux. Après, une des ruses qui pourrait être développée, ce serait de leur proposer des jeux de société qui reprennent des thèmes ou même carrément des licences des jeux vidéo auxquels eux-mêmes jouent. Hein, parce que maintenant, il y a une porosité énorme entre le jeu vidéo et le jeu de société. Hein. Tous les jeux de société se retrouvent jouables sur écran et servent d'inspiration pour les jeux vidéo. Et inversement, les jeux vidéo sont adaptés en jeux de société. Donc ça pourrait être une piste pour montrer aussi qu'on est voilà, dans une capacité d'ouverture et de dire, ah bah voilà, j'ai bien pris acte que ton univers n'était plus tout à fait le mien, que tu avais d'autres centres d'intérêt, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se rejoindre aussi bah voilà, sur le jeu de société, sur ce centre d'intérêt-là. J'ai donc des parents aussi qui proposent des solutions. Et c'est vrai qu'on entend souvent, notamment lorsqu'on parle des jeux vidéo, parfois aussi de s'intéresser aussi aux jeux vidéo pour montrer voilà, qu'on s'intéresse, pourquoi pas même essayer une partie ou deux et montrer qu'en tout cas, on fait l'effort. Et à l'inverse, du coup, l'effort sera peut-être plus facile aussi. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure finalement, mais avec les enfants d'un âge plus jeune. Et il y a une maman qui propose des idées de jeux qui sont King of Tokyo. Alors, j'y connais rien, mais je vous fais confiance. Ou le jeu de plateau Minecraft, qui plaît beaucoup aux ados aussi, apparemment. Donc, voilà quelques pistes pour avancer. Alors, effectivement, Minecraft, c'est l'exemple de la licence, hein, parce que Minecraft, c'est la référence pour les ados. Donc, si on leur propose ça, bah, c'est ça, c'est d'être dans cette convergence des centres d'intérêt du parent et de l'ado. Pour aller plus loin, à propos de l'effet du jeu dans le développement de l'enfant, est-ce que tu aurais des sources, des livres Internet, des livres, des liens Internet à conseiller ou à recommander pour que les parents puissent continuer à s'informer? C'est une bonne question et elle n'est pas simple parce que... Parce qu'il n'y a que l'ALF qui a la bonne parole, quoi. C'est ça? Alors non, c'est plutôt que la parole de l'ALF est piochée de sources extrêmement diverses et que c'est très difficile de trouver un bouquin qui sera vraiment la référence. Surtout alors, et aussi parce que il y a différentes approches hein, dans les sciences humaines, hein, que ce soit en sciences de l'éducation, en psychologie, différents courants, et que différents courants peuvent avoir des idées bien arrêtées et que donc il faut parfois aller voir un petit peu ce que disent les uns et les autres pour pouvoir se faire son propre avis. Après, je pense que le bouquin que je vous avais montré tout à l'heure, hein, de Sophie Marinopoulos, c'est assez intéressant. Ça peut être une bonne référence. Si vous êtes dans un côté plus intellectuel, plus théorique, alors pour le coup, moins sur les effets du jeu chez l'enfant, mais plus sur le jeu en général, un des incontournables, c'est Les jeux et les hommes de Roger Caillois. Qui reste une référence. Alors aujourd'hui, il est beaucoup décrié en disant « Ah, mais ça date, et puis sa vision du jeu, etc. » Mais bon, les gens qui le décrivent sont quand même souvent assez moins bons que lui, donc j'aurais tendance plutôt à le recommander. Après, il y a beaucoup de petits articles, de petites études qu'il faut aller piocher un petit peu sur Internet, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ouvrage de référence qui fasse une synthèse globale sur la question. Donc, on a parlé de ce livre et aussi Le bébé et le jeu de Bensoussan. Patrick, je sais, Bensoussan, une maman qui partage aussi ce livre-là. Il y a une question là qui concerne plus le territoire de Vanves. Ah, Patrick Bensoussan, merci Camille de cette précision-là, qui pose la question de à quand une ludothèque à Vanves? Donc là,
je ne vous cache pas que ce que je peux vous avancer en tout cas, c'est que la ludothèque à Vanves, aujourd'hui, dans le cadre du centre socio-culturel, un samedi, alors là avec le confinement c'est compliqué, mais un samedi matin sur deux, il existe une ludothèque des familles qui est ouverte à l'espace gazier de 9h30 à midi, donc un samedi matin sur deux, donc vous pouvez venir, c'est en libre accès, sans adhésion, où là on a un animateur qui maîtrise un peu tous les jeux de société et qui vous propose chaque samedi une dizaine de jeux différents où vous pouvez jouer en famille ou même juste entre adultes pendant que les enfants, eux, font leurs jeux de société aussi dans leur coin ensemble. Et à la fois, il y a cet animateur aussi qui peut animer en fonction de vos besoins, etc. Donc voilà, sachez qu'il y a cette possibilité-là. Et on a été aussi approché par deux Vanvéens qui souhaitent développer, alors pas une ludothèque, mais plutôt un espace où on peut faire une fois par mois ou tous les 15 jours, un espace où on peut jouer. Juste tout simplement le plaisir de jouer à des jeux de société un vendredi soir sur deux. Et donc là, le centre socio-culturel est en train de construire ce projet-là avec ces deux personnes-là pour que, à partir de la rentrée, on puisse avoir un espace pour pouvoir jouer aux jeux de société. Y a-t-il d'autres questions en attendant? Non, donc on est plutôt bon. Je vous remercie tous de votre participation. Juste avant que vous nous quittiez, on a deux dernières questions et après on vous libère et on libère Antonin. En tout cas, Antonin, merci beaucoup de toutes ces précisions et de ta conférence et de ton accompagnement sur cette soirée. On a deux questions pour vous. Alors, juste, excusez-moi, juste pour en terminer par rapport aux références. Alors, la bibliothèque aussi devant a préparé une bibliographie sur le thème du jeu, donc très, très variée, avec des ouvrages récents plutôt. Donc voilà, ce sera à consulter. Un beau travail de fait par la bibliothèque. Merci Maïka, en effet. Tu as bien fait. Et on va le partager sur notre page Facebook, en tout cas, tout ce travail qui a été fait par la bibliothèque. Je vous pose deux questions avant que vous partiez. La première, attention, c'est voilà, pour voir, attention, je le lance. Quel est votre ressenti à l'issue de cette conférence par rapport à cette thématique? Content, frustré, perdu, ravi, motivé, découragé, il va falloir que je joue, curieux ou une perte de temps? Je vous laisse encore répondre. Une dizaine de secondes et on met fin au sondage. Attention. Je vous montre les résultats. Donc, vous êtes à 58% contents, 29% ravis. On a 6% de personnes frustrées. Ça doit être, bah oui, on ne peut pas tout dire en tout cas, et on s'en excuse si on n'a pas pu répondre à l'ensemble de vos questions. En tout cas, motivé, curieux, ravi, content, donc c'est plutôt une réussite. Donc on vous remercie en tout cas de votre retour. Et la dernière question, et après j'arrête de vous embêter. Hop. Excusez-moi, je vais arrêter le partage. La dernière question. Dans le cadre, donc chaque année, on organise une semaine de la parentalité. Cette année, la semaine de la parentalité était sur le thème du jeu. Par le passé, nous avions fait le sommeil, les émotions, les écrans aussi. Donc, on vous demande quelle thématique aimeriez-vous aborder lors de la prochaine semaine de la parentalité? Et vous avez le droit, je crois, de choisir différentes thématiques. Excusez-moi, je n'ai pas lu. L'alimentation, l'autorité, les relations intrafamiliales, la scolarité, les écrans, les comportements à risque, l'adolescence ou l'autonomie. Je vous laisse encore une dizaine de secondes.
Et bien, hop, le résultat, c'est l'autorité. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, vous êtes 37% à vouloir aborder cette thématique principalement, puis les comportements à risque. Donc, en tout cas, sachez que pour les comportements à risque, les deux collèges organisent une conférence jeudi soir où il faut s'inscrire auprès du collège, notamment sur les jeux dangereux. Donc, ça se rapproche un petit peu de ça. Je vous remercie beaucoup parce que cette consultation nous permet aussi de bien préparer d'une année à une autre les autres semaines. Donc, merci beaucoup. Antonin, merci encore une fois de ta présentation. Merci à vous. Au plaisir peut-être de te voir un jour organiser un grand tournoi de jeux de société sur la ville de Vanves. Je vous remercie tous. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Et n'oubliez pas, toute la semaine, il y a différents ateliers qui ont lieu dès demain matin autour de cette thématique du jeu, entre des tables rondes, autour du lien, sur le jeu à l'adolescence, comment jouer avec mon tout petit, jouer à faire semblant. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se déroulent et qui se passent. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook Escale Mairie de Vanves. Vous pourrez voir tout le programme. Et pour vous inscrire, vous avez juste à nous envoyer un mail ou à nous donner un petit coup de téléphone. Et à partir de là, on vous transmettra les liens Zoom. Voilà. Bonne soirée à tous.